Oui, bah allez, dans 10 minutes à tout casser, je suis là, quoi. Ouais, non, j'ai pas oublié le lubrifiant, t'inquiète pas. Et du coup, je voulais aussi te dire, attends 2 secondes. Il y a une nana devant moi, je crois qu'elle en tient une couche. Ouh, attends 2 secondes, je te rappelle. Madame? Ah, parce que vous allez bien, hein? Parce que... Madame? Parce que c'était une sacrée chose. Jamais. Ça va? Ok. Alors, le micro c'est bon. La cam aussi. Eh ben elle m'a mordu cette conne! C'est dans le vaudou qu'on trouvera les origines du zombie, cet être mort revenu à la vie et dépourvu de conscience. Dans cette vision de la tradition vaudou, le sorcier vaudou est investi de nombreux pouvoirs dont celui, peu banal, de ramener les morts à la vie pour en faire des esclaves, ou encore vider l'esprit d'une personne vivante pour en faire un serviteur docile. C'est en référence explicite et assumée à cette vision du vaudou que le premier film mentionnant le mot zombie est réalisé en 1932, Les Morts Vivants ou White Zombie dans sa version originale. Le second grand film reprenant le zombie vaudou est Vaudou ou I Walked with a Zombie, réalisé en 1943 par Jacques Tourneur. Les décennies suivantes sortiront tout un tas de films comme Zombie on Broadway en 1945, Teenage Zombie en 1959 ou L'Invasion des Morts Vivants en 1966 qui utiliseront quasiment tous ce mythe du zombie vaudou jusqu'à l'arrivée en 1968 d'un film qui va absolument tout changer en redéfinissant complètement le genre et devenir la référence du mythe du zombie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je parle bien évidemment de La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Le scénario de départ du film a été écrit par 2 hommes, George Romero et John A. Russo, qui n'avaient absolument rien fait jusque-là, mais qui trouvaient que les zombies de l'époque n'étaient pas très effrayants. George avait écrit un récit de ce que deviendrait plus tard La Nuit des Morts Vivants, où il décrivait des gens se faire attaquer, comme la fille dans le cimetière, mais à la lecture du récit, John se posa plusieurs questions. Mais qui c'est ces gens? Parce que tu les mentionnes jamais. Je sais pas. Parce qu'à mon sens, ça pourrait être des gens morts. Ah ouais? Ok. Et d'ailleurs, il leur arrive quoi? Je sais pas non plus. Eh ben pourquoi pas utiliser mon idée d'en faire des mangeurs de chair? Oh. Parce qu'au même moment, John travaillait sur un script d'extraterrestres qui viendraient sur Terre en quête de chair fraîche à manger, un peu comme des ghouls. Une fois le scénar terminé, George et John voulaient capitaliser sur le film qu'ils venaient d'écrire. Ils en avaient les droits et n'ont autorisé au producteur Image 10 de ne réaliser qu'un seul film pour pouvoir garder les droits d'une éventuelle suite. Et ça tombe bien parce que c'est tout ce qu'ils voulaient faire, un seul film. Les producteurs ont donc voté à l'unanimité pour ne faire qu'un seul film et basta. Russo pensait que les actionnaires craignaient qu'ils ne prennent leur argent et réalisent un film qu'ils n'approuveraient pas. Mais une fois voté, ils ont laissé à Romero et à Russo les pleins droits du scénario. Le film sortira le 1er octobre 1968 et sera un carton absolu. Le succès rencontré par le film, tourné avec un petit budget, en fera un des plus rentables de l'histoire du cinéma indépendant. Le succès du film est aussi dû à son sous-texte très politique, avec son acteur noir en personnage principal. Et si vous pensiez que tout ça était prévu dès le départ, vous avez tout faux. En premier lieu, un autre acteur, blanc, avait été choisi pour le rôle, mais est tombé malade quelques jours avant le début du tournage. Et donc Dwayne Jones, qui était un ami de Romero et a été appelé en urgence, est choisi car c'est le meilleur acteur que Romero avait dans son cercle d'amis. L'autre événement qui appuiera l'impact de ce choix d'acteur involontaire sera la mort de Martin Luther King, qui surviendra en plein milieu du tournage et propulsera le film à sa sortie dans des sphères inespérées. Comme quoi, quand la vie a décidé que c'était ton moment... Eh ben c'est ton moment. Nous sommes maintenant début des années 70 et Romero et Russo sentaient qu'ils tenaient là une bonne franchise, qu'il était peut-être temps d'envisager une suite pour bien capitaliser sur leur succès. Commence à écrire en 1972 le script du scénario qui deviendra le film dont on va parler aujourd'hui, Le Retour des Morts Vivants. En 1972, les 2 hommes écrivèrent chacun 2 histoires relativement différentes. D'un côté, Russo a écrit une histoire qui parlait de pillards en cavale, qui profitaient de la situation de crise et qui finirait par aider les locaux. Alors que de son côté, Romero écrivait une histoire très claustro avec une femme et un homme et un bébé enfermés dans un centre commercial. Ça me dit vaguement quelque chose, ça. Sam Sherman de Independent International Pictures avait distribué un film que Russo avait fait, The Body Hatch, et voulait que Romero et Russo réalisent une sorte de suite à leur succès. S'étant mis d'accord pour ne faire qu'un seul film,
film, mais partageant les droits avec Romero, Russo se disait qu'il pouvait peut-être en faire un autre ensemble, malgré les différences qu'il pouvait y avoir entre eux, mais peu à ce moment-là. Les deux hommes décidèrent de lire leurs scénars respectifs, et Russo reste persuadé que c'est la lecture de son scénar qui poussa Romero à modifier le sien pour le faire devenir son film zombie ou Dawn of the Dead que nous connaissons aujourd'hui, en remplaçant les pillards par le SWAT qui viendrait en secours aux survivants, ce qui compliquera clairement l'acceptation du scénar de Russo. Eh Georgie, c'est pas un peu du vol, ça? Mais le souci était surtout qu'à ce moment-là, les deux hommes avaient chacun leur boîte de production et des associés différents qui voulaient tous capitaliser sur le succès de leur premier film. Donc, comment on règle ça quand on habite aux États-Unis? En passant par le tribunal! Mais à l'inverse de ce que tout le monde croit, Romero et Russo ne se détestent pas. D'ailleurs, ils resteront en contact pendant toute cette histoire et essayeront de régler ce litige directement entre eux. Quelques années plus tard, lorsque Romero obtenu son zombie distribué par United Film, il avait vraiment besoin qu'il soit appelé Suite. Du coup, Russo l'a aidé à faire passer l'affaire. Il laissa le droit à Romero que son film zombie soit appelé Suite, et de son côté, Romero lui a autorisé à poursuivre et appeler son film Le Retour des Morts Vivants, mais qu'il ne soit pas qualifié de suite. Tellement simple de faire un film. L'idée de départ était de jouer sur la religion. Le film aurait dû commencer par l'enterrement d'un enfant où un prêtre demanderait au père de celui-ci de planter un clou dans le crâne du gosse. Parce que dans leur croyance, si on ne le fait pas, les morts pourraient revenir à la vie. Grosse ambiance, hein. Un jour, un accident de bus causa la mort de tous ses occupants. Mais cette secte arrivant sur les lieux pour les clouer fut stoppée net par la police arrivée sur les lieux au même moment. Les corps sont donc emmenés à la morgue et ils reviennent à la vie, puis sortent terrorisés des ruraux. Les pillards qui arrivent en ville tenteraient de sauver tout le monde et le film se conclurait sur une femme enceinte mordue qu'on verrait accoucher et se finirait sur l'interrogation de tout le monde se demandant ce que pourrait bien être devenu cet enfant. Donc pas du tout ce qu'on a vu dans le film. Sorti d'abord en roman en 1978, d'ailleurs il faut savoir que la majorité des films de Russo sont adaptés de romans qu'il a écrits lui-même. Le livre se vendra à 50 000 exemplaires, soit la totalité des livres édités. Un vrai petit succès que le public aura adoré, puis sera réédité quelques années plus tard et continue à bien se vendre encore aujourd'hui. John Russo, Russell Streiner et Rudy Ritchie, qui ont créé leur société New American Film juste après avoir quitté celle de George Romero, vendront les droits du Retour des Morts Vivants au producteur Tom Fox. Un banquier de Chicago qui voulait se lancer comme producteur au cinéma et qui n'avait aucune expérience dans le milieu, s'avérera être un bon producteur puisqu'il trouvera sans trop de problèmes de l'argent pour faire le film et trouvera un deal avec la société Heimdall Orion en passant par le producteur exécutif Graham Anderson, sans qui le film n'aurait jamais pu se faire. Un homme décrit par l'équipe comme un gros nounours, dont c'était l'anniversaire quelques jours avant le tournage, qui invitera dans les locaux une stripteaseuse flic pour fêter ça dignement. Alors, c'est qui le patron? Un mec adorable qui dira le jour de leur rencontre au tout jeune Tony Gardner, chargé des make-up FX et fraîchement arrivé dans le métier: c'est toi le maker? Oui, c'est bien moi. Bah écoute, je te connais pas, mais t'as pas intérêt à te louper, sinon je te louperai pas et tu travailleras plus jamais dans le métier. Autre petit souci, chez Heimdall on trouvait que le genre horreur était en perte de vitesse et que donc le film ne pourrait pas être un film d'épouvante pur et dur. Il faudrait donc en faire une comédie. Donc John Russo a dû refaire le script. Je me demande bien à quoi devait penser John Russo devant son PC quand il a dû attaquer la réécriture. Le premier scénar ne plaisait pas à Tom Fox, donc il régla le problème en rachetant les droits de la team à Russo pour pouvoir faire le film comme il voulait. Ah, le pouvoir de l'argent. C'est Dan O'Bannon qui fut chargé de réécrire les scénars, qui sera la version finale du film que nous connaissons aujourd'hui. Tout le monde a lu et adoré, mais peu voyaient quelle direction allait prendre ce film. John Russo était persuadé que ça ne fonctionnerait pas, mais le temps lui prouvera qu'il a eu tort. Une fois le scénar fini, il fallait trouver un réal capable de faire ce film hybride qui allait mélanger horreur et comédie. Dans un premier temps, John Russo devait le réaliser si Tom Fox augmenter le budget, ce qui ne se fit pas. Décidément, John, le sort s'acharne. Par la suite, John Russo proposera Tom Hooper comme réalisateur parce qu'on lui avait parlé de Massacre à la tronçonneuse et de son succès, alors qu'il n'avait lui-même jamais entendu parler de ce film. Sérieux, mec? T'écris des livres et des scénars de films d'horreur et tu connaissais pas Massacre à la tronçonneuse? Tu cherches un peu là quand même. Nouveau problème, Tom Hooper était au même moment en contrat avec Canon Pictures pour réaliser le film Life Force, donc il faudra attendre 1 an avant de lancer le tournage du Retour des Morts Vivants, chose impossible. Donc ce fut Dan O'Bannon qui avait toujours rêvé de réaliser ce film qui fut choisi pour le faire. Seul souci, il n'avait jamais réalisé de film auparavant. Il fallait donc choisir un producteur artistique expérimenté pour matérialiser la vision de Dan O'Bannon. Et ce fut William Stout qui fut engagé pour ce rôle. William Muniz quant à lui sera engagé comme responsable
l'ensemble des spécial make-up FX, ce qui convenait parfaitement à Dan O'Bannon, qui avait la même vision des concept art inspirés des BD IC Comics. Le scénar enfin terminé et l'équipe technique mise en place, il fallait attaquer le casting. Et ce fut Stanley Strokes qui fut choisie comme directrice du casting, et ça parce qu'elle avait déjà officié pour Hemdell pour Terminator, casting qu'elle fera avec Tom Fox. Ils avaient chacun choisi plusieurs acteurs pour chacun des rôles, et décidèrent de les faire travailler en groupe pour tester les meilleures affinités possibles. Dans le rôle de Freddy, Tom Matthews, qui venait de tourner dans son premier film, La Fille en Rouge en 1984, et pour lequel il n'était même pas crédité. Pas de bol, et qui cherchait n'importe quel rôle, parce qu'il faut bien manger, est arrivé au casting très préparé. Il s'était même percé l'oreille exprès pour le rôle, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'on pouvait en mettre une fausse. Dans le rôle de Tina fut choisi Beverly Randolph, dont c'est le premier film, et qui aura joué en 2015 dans le sympathique Freaks of Nature, où elle joue un zombie. Alors il y a des rôles comme ça te colle à la peau. Beaucoup de filles furent auditionnées pour le rôle, mais Beverly était apparemment la seule qui restait dans les critères recherchés. Soit une fille un peu naïve, très mignonne, mais capable de hurler pour de bon. Elle auditionnera à la part de Dan O'Bannon, ce qui l'étonnait un peu vu que d'habitude les auditions se faisaient au bureau. Une fois à l'intérieur de l'appart, elle vit sur la table une arme et du porno à la télé. Grosse ambiance, hein. Ce qui l'a un peu embarrassée, tu m'étonnes, vu qu'à ce moment-là elle n'avait que 19 ans. Sa réaction sera de regarder vers la cuisine et de dire à Dan qu'elle était désolée, qu'elle avait oublié mais qu'elle avait un rendez-vous et qu'elle devait partir tout de suite, puis s'enfuyant en courant de l'appart. Ce n'est que quelques jours plus tard que tout le monde lui dit que Dan était collectionneur d'armes. Ah ok, là je comprends. Enfin pour l'arme. Parce que pour la télé, ça a été dur pour Tom Matthews de travailler avec Beverly parce qu'il l'a trouvée tellement belle qu'il avait juste envie de lui sauter dessus. C'est moi où il y a vachement de tension sexuelle sur ce tournage. Dans le rôle de Spider fut choisi Miguel Nunes Jr. qui a joué DJ dans le film Street Fighter en 1994. Et je sais que tout le monde s'en fout, mais moi ça m'a fait marrer. Et qui était SDF en arrivant en Californie, mais ce fut que quelques années plus tard que l'équipe finit par le savoir. Les casteurs ont tout de suite vu en lui le charme, l'énergie et son côté comique recherché pour le rôle, et qui sera d'ailleurs le comique du tournage si on en croit toute l'équipe. Pour Chuck, c'est John Philbin qui arriva au casting avec la tenue adaptée au rôle qui sera retenu. À la base venu pour une audition, reviendra pour en faire 7 avec différents groupes. On l'aura vu dans Point Break en 1991, mais sa carrière prendra fin en 2015, puisqu'il sera arrêté le 28 février pour avoir brandi une arme chargée sur sa petite amie. Il sera condamné à 30 jours de prison, dont il en fera 26, et 3 ans de conditionnel avec 1 an d'obligation de suivre un programme des alcooliques anonymes et une classe sur les violences domestiques. Un mec adorable. Dans le rôle de Cassie fut retenu Jewel Shepard. Dan lui offrira dans un premier temps le rôle de Trash, après l'avoir vu danser nu dans un club de striptease où il s'était rendu. Ah non, j'ai rien à rajouter. Et qu'on aurait pu avoir dans The Artist en 2011. Seul petit problème, à ce moment-là de sa carrière, elle ne voulait plus se montrer nue. Alors il lui donnera le rôle de Cassie. Elle aura aussi démenti la rumeur comme quoi elle avait couché avec Dan pour obtenir le rôle. Dans le rôle de Scouse, on retrouve Brian Peck, dont une amie qui allait auditionner pour le rôle de Tina trouvait que le rôle de Scouse serait parfait pour lui. Après avoir lu le scénario, il trouvait aussi que le rôle serait parfait et appela directement son agent qui lui assura qu'il n'y avait aucun rôle pour lui dans le film. Parce qu'il pensait qu'avec son look, il ne pourrait que jouer des rôles de nerd et refusa que Brian aille sur le casting du Retour des Morts Vivants. Donc, quand son amie est allée au casting, il lui a demandé si elle pouvait prendre quelques photos de lui et son CV, et elle les a remis à Stanley Stokes, qui lui a demandé de venir auditionner. Il y viendra habillé comme le perso et l'attitude qui va avec, et sera donc retenu pour d'autres castings avant d'être finalement retenu pour le rôle. Stanley avait pu observer de vrais punks, puis des acteurs, et elle trouva Brian largement meilleur. Il devra quand même verser 10% de son cachet à son agent, qui, rappelons-le, ne voulait même pas qu'il joue dans le film. Dommage, pour le rôle de Trash, qui devait d'abord s'appeler Legs, ce fut Linnea Kingley qui fut retenue. Une actrice qui n'en était pas à ses débuts, est réputée pour sa grande capacité à facilement enlever ses vêtements. Ça veut dire quoi ce sourire? Rien. Ouais, fais gaffe, hein. C'est Stanley elle-même qui l'appela pour venir auditionner, vu qu'elle l'avait déjà choisi l'année précédente pour le film Douce Nuit, Sanglante Nuit, ce qui ravit Linnea vu qu'elle était une grande fan de la Nuit des Morts Vivants. À noter aussi que Linnea n'est pas la première actrice choisie pour le rôle, mais celle choisie étant tombée enceinte et devenant bien trop grosse au moment du tournage, dut être remplacée au dernier moment. Quel dommage! Eh, fais gaffe, hein. J'ai rien dit! Oui, mais fais gaffe quand même, hein. Toutes les actrices venant auditionner pour le rôle devaient faire un striptease pour voir si elles étaient à l'aise avec leur corps. La nudité n'a jamais été un problème pour Linnea. Faites entrer la suivante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prête? Oui. Bon ben... musique! J'aime mon métier.
même si à l'époque tout le monde lui disait qu'elle ne travaillerait plus jamais si elle tournait nue, mais elle prit plutôt ça comme une aubaine, car elle se foutait des conneries moralisatrices. Et je trouve ça très ironique, sachant que Linnea totalise pas moins de 160 films à son actif, et que sa carrière n'est pas encore terminée. Pour incarner le personnage, dont le nom qui me vaudrait une démonétisation décrit l'acte de se donner la mort, fut choisi Marc Venturini, qui du haut de ses 2 mètres était en fait un gros nounours, d'après toute l'équipe du film. L'homme que l'on veut épouser selon Linnea, adorable et extrêmement professionnel. Malheureusement décédé d'une leucémie peu de temps après le tournage du film. Pour incarner Frank, c'est Jimmy Karen qui fut choisi. Il était un des premiers rôles castés pour le film, déjà choisi pour le script de Tobe Hooper. Lors de sa rencontre avec Dan, il lui fait comprendre que s'il n'était pas choisi, il serait déçu, mais qu'il comprendrait qu'il n'était pas obligé de le prendre parce que Tobe l'avait choisi. Alors ça s'appelle du chantage affectif. Un homme décrit comme adorable, qui aime faire des films et qui s'amuse à faire des blagues sur le plateau pour détendre l'atmosphère. C'est l'acteur Don Calfa qui fut choisi pour jouer Ernie. Il avait travaillé avec Stanzi sur le film 1941 et était donc la meilleure option pour jouer Ernie, selon cette dernière. Comme Don est un acteur très impliqué, il accepta de se raser la moustache et de se teindre en blond pour être plus raccord avec le perso qui était allemand. Ce qui est drôle ou pas, c'est que le nom complet du personnage, c'est Ernest Kaltenbrunner. Lorsqu'il donna le nom complet à un des techniciens sur le plateau, ce dernier lui demanda si c'était une blague. Étonné, Don lui dit que non et lui demanda pourquoi. Ce à quoi le technicien lui répondit que Ernest Kaltenbrunner était un haut gradé allemand pendant la Seconde Guerre mondiale qui finirait pendu à Nuremberg. Vache, fallait la trouver celle-là quoi. Tandis que le tournage approchait, Dan avait encore du mal à trouver un acteur pour jouer le personnage de Burt Wilson et c'est finalement Clu Gulager qui fut casté et arriva donc tard sur le projet. Au départ, Dan voulait Scott Brady pour le rôle, mais celui-ci étant malade, il se tourna vers Leslie Nielsen, ce qui ne marcha pas non plus, donc Clu est arrivé et a dû commencer à tourner dès le lendemain. Il n'avait jamais eu de rôle de ce genre et n'avait jamais joué dans un film d'horreur. Tu sens que le mec arrive quand même comme un cheveu sur la soupe, hein. Dan organisa ensuite 2 semaines de répétition pour préparer son équipe pour le tournage. Il élabora pendant ce laps de temps toute la réalisation de son film, les repères au sol, les placements de caméra, tout dans les moindres détails, ce qui participera à créer une cohésion dans l'équipe. Tout le monde a pu participer au changement de texte, car tout le monde était libre de dire ce qu'il voulait. Seul Clu et Adam Troutman n'ont pas participé aux 2 semaines de répétition. Pendant ces 2 semaines, ils procéderont aussi aux essais costumes et maquillage. La petite jupe plissée et le pull avec le gros nœud choisi pour la tenue de Beverly ne lui convenaient pas du tout. Mais au même moment, elle verra quelqu'un rentrer dans le studio avec une tenue qui lui plaira beaucoup et qu'elle voudra porter pour le film. Cette fameuse combi blanche avec laquelle vous avez pu la voir. Et vous savez qui portait cette tenue ? Miguel! J'adore les années 80. Linnea adorait la tenue choisie pour elle et le look qu'il lui avait créé, alors que John Philbin détestait le look qu'on lui avait attribué et avec du recul se dit qu'il aurait dû le dire à la prod. Brian Peck voulait absolument ressembler à un vrai punk. C'est d'ailleurs un de ses amis qui lui donnera tous les badges qu'il accrochera lui-même sur le manteau qu'il porte dans le film. Dan voulait au départ de vrais punks, mais ayant choisi des acteurs pour les interpréter, la prod se questionna sur le fait qu'ils aient de vraies crêtes ou s'ils devaient en porter des fausses. Donc ils vont procéder à quelques essais sur Brian, qui trouva que le résultat le faisait ressembler à un clown du cirque Barnum de seconde zone. Il trouvait déjà que l'idée de mettre de fausses crêtes ferait ridicule, ça même avant les essais. Comme il ne voulait pas être ridicule devant la caméra, Brian, Marc Venturini et Don Calfa sont allés se faire coiffer par un mec nommé Attila, qui était le meilleur coiffeur punk de l'époque. Nous sommes le 9 juillet 1984 et le tournage peut enfin commencer. La première scène tournée sera celle du groupe du début du film où ils marchent tous ensemble. Celle-ci a tout de suite changé la donne pour les acteurs, qui se sont tout de suite sentis plus investis sur le tournage. Les acteurs portaient tous de petits micros et il est très facile, au bout de plusieurs heures, d'oublier qu'on les porte. Et tout le monde entendait que Jewel n'arrêtait pas de râler, alors que Chuck essayait de l'aider vu que son but était de devenir une actrice comme elle le disait, mais elle se foutait juste de sa gueule. Aujourd'hui, elle a même oublié qu'elle avait été comme ça sur le tournage. Sur sa scène de l'entrepôt, Tommy était comme un enfant dans un magasin de bonbons, il a adoré la scène avec le chien découpé, et c'est Tony Gardner qui a créé cet effet. Il avait d'abord créé un labrador qui était énorme, mais en le faisant, il sentit tout de suite qu'il n'aurait pas le temps de le finir. Il a donc rapidement fait marche arrière et en a fait un plus petit. Petit truc sympa aussi, pour faire bouger les papillons juste après l'affection, ils ont juste utilisé un petit ventilateur. Le cadavre jaune sans tête aura été plus compliqué à faire. Bill trouvait d'ailleurs qu'il n'était pas très bien fait. Sur ce coup, le travail de William Muniz a déçu tout le monde. C'est donc Kenny Meyers qui a dû ensuite tout refaire. Le résultat fut bien meilleur et c'est ce résultat que l'on pourra voir à l'écran. Une fois la scène mise en boîte, il était temps de filmer celle du striptease de Linnea, qui la rendait un peu nerveuse parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait faire une fois sur la tombe. Elle s'est donc juste mise à danser en total impro, mais ne se doutait pas que la scène aurait une telle importance dans le film. La musique diffusée sur le plateau pour le tournage de la scène n'était pas Tonight, mais Nasty Girl de Vanity. Scène qui offrira le meilleur souvenir de tournage de Miguel, les seins de Linnea. Cette scène brisait beaucoup de règles du cinéma de l'époque. Les acteurs étaient assez choqués de voir une femme nue sur un plateau de tournage. Pour rappel, on est en 1984. Surtout qu'au beau milieu de la scène, Graham Anderson débarqua et dit à Dan: « Qu'est-ce que tu fais, Dan? Tu peux pas montrer des poils pubiens !» Bon, appelez-moi Linnea, rasez-la s'il vous plaît. Oh mon Dieu, c'est encore pire, on voit tout maintenant.
Dan appellera donc William pour faire une prothèse genre bikini trémolant pour la transformer en Barbie. Pour ce faire, ils ont coulé de l'alginate dans les sous-vêtements de Linnea, puis les ont retirés. Le résultat créera une vision bien étrange pour les acteurs au premier plan de la scène. Arrive ensuite un personnage devenu emblématique du cinéma d'horreur et un des zombies les plus célèbres de l'histoire, le dénommé Tarman ou l'homme goudron. Personnage incarné par le marionnettiste Alan Trotman. Dan recherchait quelqu'un de maigre pour pouvoir élargir certaines zones du costume pour faire apparaître des cavités ou des zones squelettiques. Beverly ne verra le costume pour la première fois que lors de la première prise. Dan l'avait volontairement écarté du tournage pour pouvoir capter une réaction plus naturelle de sa part. C'est avec ce costume que Tony Garner a prouvé à tout le monde que malgré son jeune âge et son manque d'expérience, il était tout à fait capable de créer un personnage qui rendrait super bien à l'écran. Le costume est constitué de 3 pièces, le bas avec des bretelles et le haut sur lequel la tête est collée. La tête a été complètement faite à part pour être entièrement mécanisée pour obtenir un meilleur fonctionnement et donc un meilleur rendu, ce qui prit plus d'une journée. Alan a dû porter la tête la plupart du temps, ce qui rendit compliqué sa communication avec les autres personnes sur le plateau. Sans compter que c'était un peu dégueu à regarder. Pour la scène où Tina s'enfuit au moment des escaliers, juste après la répète, pendant qu'elle était au maquillage, Dan a fait changer une marche sans lui dire. Et quand elle reviendra, il lui dira juste « Allez, on refait encore une répète ?» Donc elle a couru dans les escaliers et s'est bien ramassée, se retrouvant avec des bleus sur sa hanche et sa cheville. Ouais, Don n'était pas forcément très élégant quand il expliquait ce qu'il voulait. Ça lui fera très mal et c'est donc pour ça qu'elle restera allongée plus longtemps pendant la scène au lieu de se relever et de courir tout de suite, comme ont pu lui faire remarquer certaines personnes sur le plateau. Mais pourquoi tu t'es pas levé tout de suite pour t'enfuir? Bah parce que je me suis fait mal, connard. Arrive ensuite le moment de la mort du perso incarné par Mark Venturini, qui rapporte à Miguel qu'il était complètement dégoûté de devoir mourir dans le film. Dan voulait, pour les décors du cimetière, qu'ils paraissent surpeuplés. Ils ont donc loué toutes les pierres tombales, les monuments funéraires et les cryptes qui étaient disponibles chez Universal Studios. William Stout créera quand même quelques pierres et monuments spécifiques pour le film. La préférée de Dan étant la sculpture de l'ange pleureur. Mais le plus gros des défis serait de rendre les zombies le plus crédible possible. Du coup, quand William leur montra le squelette, qui est quand même le premier mort-vivant ressuscité du cimetière qu'on voit à l'écran. Les producteurs ont d'abord cru que c'était une ébauche, parce que comment un squelette qui est resté des années sous terre pouvait ressortir aussi blanc? Et c'est après cette deuxième grosse bourde que la production décida de virer notre bon vieux William, suite à une trop grosse tension entre lui et Dan. Ah bah t'es pas compétent et qu'en plus t'arrêtes pas de t'engueuler avec le patron, eh ben tu dégages. Ici c'est Hollywood, hein. Pas Disneyland. Bon, licenciement qui, d'après lui, l'a surtout soulagé. Bon, ça, c'est un peu facile aussi. Hein. Les producteurs pensaient qu'il n'avait tout simplement pas assez pensé aux zombies qu'il a conçus, alors que William Stout avait fait quelques recherches rapides et était tout de suite tombé sur les photos de momies de Guanajuato au Mexique, qui correspondaient parfaitement au look voulu et qui devinrent les éléments cruciaux dans la conception de plusieurs cadavres pour le film. Autre point important, Dan ne voulait pas de morsures ou de marques de blessures, parce que ça, c'était les zombies de Romero. Et il voulait absolument créer une différence entre ces deux franchises et je commence à me sentir pas ouf là. La scène de résurrection dans le cimetière sous la pluie a été difficile à tourner pour les acteurs car il faisait froid et devait tourner la nuit, se retrouver 16 heures sous la pluie, dormir 4 heures et recommencer 16 heures de tournage le lendemain. C'était tellement éprouvant que Beverly virait presque au bleu. Et lors de la scène où elle est tombée dans la flaque, Brian et Miguel ne l'aident pas à se relever uniquement pour le bien de la scène, mais surtout parce qu'elle était tellement fatiguée qu'elle n'y arrivait plus seule. Et à la fin de la prise, Dan disait « Ok, on l'a refait !» Pour Linnea, c'était tout pareil, sauf qu'elle était à poil. Et super anxieuse parce qu'elle savait très bien qu'aux actions de Dan, tous les figurants qui voulaient absolument être vus à l'image allaient devoir lui sauter dessus. Et après, il y en a qui disent que acteur, c'est un métier facile. C'est pour cette scène de résurrection dans le cimetière que John Russo pensait que Dan ne réussirait pas le film. Entre la pluie, les effets, l'eau qui s'infiltre dans les tombes, avec un budget aussi réduit, il était sûr qu'il allait se planter. D'un autre côté, il ne se doutait pas de ce que Dan réussirait à avoir gratuitement ou quel technicien allait être engagé pour réaliser telle ou telle chose. C'est d'ailleurs Brian Peck qui jouera le zombie qui sort de terre en rampant. Tom Fox insista pour que sa femme et ses enfants soient dans le film. Il assista tellement malgré tous les refus que Dan finit par céder et accepta. Dan alla donc voir le maquilleur et William Stout et leur dit: Alors vous allez me les faire venir à 5h du matin au make-up et vous allez leur mettre un maquillage qui démange, mais le plus désagréable possible. Dan fera en sorte qu'il reste 10 heures à attendre toute la journée en leur disant: Ça arrive, hein. C'est bientôt à vous. Et à la fin de la journée, Oh, sorry. Sorry. Oh, I'm sorry, don't hurt me. ils ne sont évidemment jamais revenus. Don comprit que Dan avait fait ça exprès pour se venger de l'avoir forcé. Dan n'était pas du genre à faire plaisir aux gens, il avait une réputation d'avoir mauvais caractère. Beverly était même effrayé par sa façon de travailler. Il n'aurait même jamais adressé la parole à John Philbin, pas même pour de la direction d'acteur. Mais pour la plupart de l'équipe, Dan était très généreux comme réal, c'était une vraie collaboration. Bon, après, il y avait quand même un acteur avec qui l'entente était un petit peu compliquée. C'est Klug Lager. Ah bah, on peut pas dire que c'était les meilleurs amis du monde sur le tournage.
tournage. Clou pensait que Dan n'était pas prêt et pensait qu'il n'y connaissait que dalle en réal. Il avait l'habitude d'être dirigé d'une façon différente que celle de Dan. Clou lui disait des trucs du genre « Tu comprends pas tes acteurs, t'as aucun respect pour tes acteurs, je ne travaillerai plus jamais avec toi !» Et Dan répondait le même genre de choses. Clou voulait qu'on le traite avec plus de respect et qu'on le laisse un peu plus libre dans son jeu, mais Dan était du genre très directif, en mode « Tu fais ce que je dis ». Une fois leur dispute est montée tellement haut que Clou a chopé une batte et a couru derrière Dan et s'est mis à crier « Il va me tuer! Il va me tuer !» Une autre fois, il était tellement énervé qu'il lança une boîte sur Dan qui s'est fracassé sur le mur juste à côté de sa tête. Malgré ces tensions, le film continue de bien avancer. Ensuite, tournage de la scène avec l'arrivée des deux ambulanciers, qui s'appelle dans le film Tom et Jerry. C'est dans la scène suivante où les ambulanciers ressortent et se font bouffer que naîtra une des répliques cultes du film. Envoyez d'autres ambulanciers. Pour la scène de retour de Trash, Bill Moons avait pensé que sa mâchoire pourrait se distendre au-delà de la normale. Le souci, c'est que Linnea déteste avoir des prothèses sur le visage. Ils ont donc dû faire venir un médecin pour lui donner un Valium. J'adore Hollywood. Dan voulait que ça soit William Stout qui joue le SDF qui se faisait bouffer par Trash, mais les producteurs ont refusé prétextant qu'il avait déjà beaucoup trop de boulot. La mort du personnage de Scouse a beaucoup amusé son acteur qui rêvait de mourir à l'écran. Il n'y avait la possibilité que d'une seule prise pour cette scène, vu que les décors seraient détruits pendant cette dernière. Et à la fin de la prise, les guides de la marionnette ont lâché et elle est donc tombée sur les sols sous les yeux de Tony Garner. Mais pas grave, parce que la prise était bonne. Arrive ensuite l'arrivée d'un autre monstre devenu iconique et je me sens vraiment pas bien là. La première fois que Tony Garner est venu pour parler du demi-cadavre, on lui présenta Bill Stout, qui avait deux croquis. Le premier, où le demi-cadavre était attaché sur une table, et la deuxième, où il se relevait et criait. Certaines personnes de la production avaient des doutes sur les capacités à réussir un tel projet, vu son jeune âge, mais lorsqu'il le finit et le ramena au studio, tout le monde était complètement bluffé. La colonne vertébrale bougeait, et à la fin de chaque prise, Dan venait mettre de la glycérine pour faire le liquide rachidien qui s'écoulait. C'est Brian Peck qui fera la voix du demi-cadavre sur le tournage, parce que tout le monde était bien trop intimidé pour donner la réplique à Don Calfa. Les gens lui ont même dit « C'est quand même con qu'ils aient pas gardé ta voix au montage final. » Peut-être parce que le personnage c'est une femme. Ah. Après avoir tourné la scène de la chapelle, un acteur demandera un petit changement de scénar. James Caron ne veut pas que son perso devienne un zombie et veut partir dignement en décidant de rentrer dans l'incinérateur. Dan lui demande si son personnage sait faire marcher la machine et James lui répond « T'as qu'à me faire dire à un moment, je sais comment faire marcher ce truc. » Et 2 jours plus tard, ils ont tourné la scène. Pour la scène dans le grenier, c'est Don Calfa qui eut l'idée de faire croire qu'il allait tuer Tina pour lui épargner une mort douloureuse. Comme dans le film La Chevauchée Fantastique de 1939, quand John Carradine va tuer la femme enceinte. Beverly avait tellement pleuré et crié sur la scène précédente qu'elle n'y arrivait plus pour cette scène. Alors la maquilleuse lui a soufflé de la menthe poivrée, mais cela n'aura eu aucun effet. Elle est donc allée voir Don, qui lui a fait écouter une compilation de musique qu'il trouvait émouvante. Des chansons comme Mind Games de John Lennon. Beverly a écouté ça et a trouvé ça tellement émouvant qu'elle a enlevé son casque et a dit « C'est bon, je suis prête. » Don Calfa s'est d'ailleurs tellement agité sur cette scène qu'il nous a fait une petite crise d'hyperventilation. Donc vertige et étourdissement, et dû arrêter la scène le temps de se reposer. Mais par précaution, la prod a quand même appelé une ambulance, et quand les vrais ambulanciers sont arrivés, ils lui ont dit qu'il n'avait pas bonne mine et qu'il était tout pâle. Les gens de la prod ont donc dû lui expliquer qu'il était maquillé en fait. Mais comment les mecs ont pu ne pas se rendre compte qu'ils étaient sur un plateau de tournage? Un plateau de quoi? Dépêche-toi, on a des courses à faire. Le tournage se termine le 18 août 1984, il était donc temps de passer au montage. Mais une question hantait tous les esprits. Le film allait-il fonctionner? Le jeune monteur John Pennon, en regardant les images, n'avait aucune idée de quel genre de film ça allait être. Surtout que le dosage humour dans l'horreur est un humour différent, qui se trouve être plus satirique et irrespectueux. John raconta que Dan arrivait dans la salle de montage, posait son sandwich et son cigare et disait « Alors on va faire comme ça, on va faire comme ça, et puis on va faire comme ça !» Il a aussi volontairement choisi une bande son punk plutôt que rock ou metal, ce qui se faisait habituellement dans ce genre de production. Après un an de retard sur la date de sortie initiale, le film est enfin terminé. Il sortira donc le 16 août 1985. Le retour de mort-vivant nous raconte l'histoire de Freddy, un punk repenti ayant trouvé un emploi dans un entrepôt de fournitures médicales. Frank, le contremaître, lui fait visiter les lieux et lui montre des fûts métalliques contenant des restes de morts-vivants sortis de leur tombe en 1966, hâtivement récupérés et déposés ici par l'armée par erreur. Cependant, l'un des fûts laisse soudainement échapper un nuage de vapeur suffocante. Le film fut très bien accueilli par la critique et le public, rapporta 4 millions de dollars le premier week-end, avec une recette américaine de 12,2 millions de dollars. Pour un budget initial de 4 millions, donc on peut clairement appeler ça un succès. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que juste avant que le film sorte, le producteur a dit à ses associés à une réunion que ce film allait être le plus gros succès de la boîte. Tout le monde l'a regardé comme s'il était fou, et un autre producteur de la société s'est même levé et a dit «
Pour moi, c'est de la pornographie. Il y a quand même un paquet de visionnaires dans ce métier. Hein. Le film eut un tel succès qu'évidemment il engendra 2 suites sorties respectivement en 1988 et 1993 que j'adore aussi. Bah non, il y a eu 4 suites. Non, c'est une trilogie. Bah non, j'en vois 2 en 2005, le premier s'appelle Nécropole et le deuxième Rêve Mortel. Non, madame, faut partir. Vous savez pourquoi j'aime ce film ou d'autres films sortis dans les années 80 ? Parce qu'on y retrouve une saveur bien particulière qu'on ne retrouve plus dans les films d'aujourd'hui. Et attention, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, parce que j'adore aussi le cinéma actuel et ses avancées technologiques. Par exemple, heureusement que le Zodiac de David Fincher n'est pas sorti dans les années 80, où il n'aurait jamais pu réaliser certains plans sans l'aide du numérique. Donc je sais pas si c'est le grain de la pellicule, le jeu des acteurs, la créativité des réals, le côté des mères des équipes techniques obligées de redoubler d'efforts pour matérialiser la vision de leur réalisateur, ou encore la nostalgie de la première fois où je les ai vus, me baladant dans les rayons des vidéoclubs à la recherche du film parfait pour le week-end. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à me mettre devant ces films. On le sent bien aussi dans tous ces remakes sans saveur sortis ces dernières années, où on dirait qu'ils n'arrivent plus à faire ressortir les mêmes émotions. Vous imaginez un remake de Retour vers le futur aujourd'hui ? Oh.